Il y a quelques jours, des utilisateurs européens ont vu disparaître de leur écran certains des modèles d'intelligence artificielle les plus avancés d'Anthropic, le créateur de Claude. Pas parce que le service ne fonctionnait plus, mais parce qu'une directive américaine, prise au nom de la sécurité nationale, venait de restreindre l'accès à ces modèles pour les utilisateurs non américains. En quelques heures, une question que l'on croyait réservée au colloque, au ministère ou au rapport parlementaire est redevenue très concrète. De quoi dépend notre accès aux technologies que nous utilisons tous les jours ? D'une entreprise privée, d'un serveur situé à l'étranger ou encore d'un gouvernement? On appelle cela aujourd'hui la souveraineté technologique. Le mot paraît moderne, il sent l'intelligence artificielle, le cloud, les puces électroniques ou encore les plateformes américaines et chinoises, mais cette question n'est pas nouvelle. Encyclopédia saison 1, épisode 9, la dernière de la saison, c'est parti! Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Bienvenue dans Encyclomédia, votre émission mensuelle consacrée à l'histoire des médias. Ce soir, nous allons raconter une histoire française, une histoire d'ordinateur, de télécommunications, d'État, de souveraineté, de conflits techniques et de mémoire disputée. Au début des années 70, la France se pose déjà la question de son indépendance informatique. Les grands ordinateurs coûtent cher, les industriels français sont fragilisés, le géant américain IBM domine le marché et l'affaire Bull a laissé une inquiétude profonde. Si les machines de demain parlent toute la langue des autres, quelle place restera-t-il pour nous ? À cette époque, Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas encore pour le grand public, le Minitel non plus, mais dans les laboratoires, une révolution est en cours, on apprend à faire communiquer les ordinateurs entre eux. Aux États-Unis, l'ARPANET relie déjà plusieurs centres de recherche. En Grande-Bretagne, le National Physical Laboratory expérimente la commutation de paquets. Et en France, au sein de l'IRIA, l'Institut de recherche en informatique et en automatique, une petite équipe menée par Louis Pouzin imagine une autre manière de construire un réseau. Ce projet s'appelle Cyclade. Cyclade ne va pas devenir le réseau national français, il ne va pas équiper les foyers, il ne va pas faire naître le Minitel, il ne va même pas survivre très longtemps dans les institutions qui l'ont financé, mais Cyclade va porter une idée décisive. Dans un réseau d'ordinateurs, toute l'intelligence ne doit pas forcément être concentrée au centre. Dans les années 70, cette idée a un nom technique, le datagramme, un mot froid, presque ingrat, et pourtant, derrière lui se joue une bataille beaucoup plus large. Qui doit maîtriser le réseau ? Les opérateurs ? Les États ? Les industriels ? Les informaticiens ? La France va créer Cyclade, puis elle va chercher une autre voie, Transpac, les circuits virtuels, puis le Minitel. Un réseau maîtrisé, facturable, un réseau qui réussira, mais un réseau qui ne sera pas celui d'Internet. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi la France a-t-elle abandonné un projet dont certaines idées allaient nourrir l'histoire mondiale des réseaux ? Était-ce une erreur, un rendez-vous manqué, une bataille perdue entre deux cultures techniques ou l'histoire plus complexe d'un pays qui cherchait sa souveraineté numérique avant même que le mot existe ? Ce soir, on vous raconte donc l'histoire d'un réseau français qui n'a pas gagné en France, mais dont les idées n'ont jamais vraiment disparu. Si vous avez écouté l'épisode 7, consacré à la télématique française, vous avez déjà entendu passer ce nom. Avant Transpac, avant le Minitel, avant cette expérience numérique de masse qui mettra des millions de Français en ligne, avant le web, il y a eu ce projet plus discret, plus court, plus expérimental. Et pour comprendre Cyclade, il faut revenir à un moment où la France ne parle pas encore d'Internet, mais parle déjà d'indépendance informatique. Pour comprendre Cyclade, il ne faut pas commencer par Internet. Il ne faut même pas commencer par les réseaux, il faut commencer par une angoisse. Dans les années 60 et 70, la France regarde avec inquiétude la domination américaine dans l'informatique. Les ordinateurs deviennent des infrastructures stratégiques pour les entreprises, les administrations, les banques, les programmes militaires, la recherche scientifique. Dans un monde qui s'informatise, dépendre des machines, des logiciels et des standards américains, ce n'est pas seulement un problème industriel, c'est un problème de souveraineté. C'est dans ce contexte que s'inscrit le plan Calcul, une politique informatique nationale destinée à soutenir une industrie française de l'ordinateur, la C2I, et à éviter que le pays ne devienne un simple client des géants américains.
Pierre Mounier-Kuhn est historien de l'informatique. Il a consacré une grande partie de ses travaux à l'histoire de l'informatique française, au plan calcul, à la C2I, à l'IRIA et aux politiques industrielles qui entourent ses projets. Pour lui, Cyclades naît dans ce contexte très précis, celui d'un État qui veut reprendre la main sur son destin informatique. Le plan calcul est une politique définie entre 1964 et 1966 par des comités, des instances gouvernementales, d'experts, avant tout pour réagir à l'affaire Bull. Réflexe de peur ou réflexe de souveraineté, c'est avant tout le refus d'une domination complète de l'industrie et de la technologie américaine sur la France et sur l'Europe. C'est exactement une réponse à ce que le journaliste Servan Schreiber a appelé à l'époque le défi américain. Le défi américain qui s'est traduit en 1964 par la prise de contrôle par l'américaine General Electric de la compagnie des machines Bull, qui était de loin le principal constructeur européen d'ordinateurs. Ce cadre est essentiel. Cyclades n'est pas le bricolage isolé de quelques chercheurs géniaux dans leur coin. C'est un projet qui naît dans un moment où l'État français investit dans l'informatique parce qu'il comprend que les machines, les réseaux et les standards vont structurer le monde à venir. Dans ce paysage, un homme va jouer un rôle central, Louis Pouzin. Pouzin n'est pas un inconnu, il a travaillé aux États-Unis au Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Il connaît les grands systèmes informatiques, il sait parler aux chercheurs, aux industriels, aux administrations. Et surtout, il sait animer une équipe. Quand il revient en France, on lui confie une mission ambitieuse. Imaginer un réseau expérimental de commutation de paquets. Un réseau pour relier des ordinateurs. Un réseau qui ne doit pas seulement copier ce qui existe ailleurs, mais explorer une autre voie. Pierre Mounekune voit dans ce choix un casting presque idéal. C'est un cas assez rare dans le plan calcul d'un casting presque parfait. Il y a eu beaucoup d'erreurs de casting et là, on a choisi l'homme idoine. Bon, Pouzin n'a pas que des amis, il a été critiqué, mais il a à la fois la compétence technique, un vrai bon ingénieur, il a fait ses preuves, il a de l'expérience, il connaît bien tout ce qui se fait en matière de réseau, il est parfaitement au courant de l'état de l'art à l'époque, mais en plus c'est un très bon animateur d'équipe, il sait choisir les bons ingénieurs, il sait les animer, les coordonner, et en plus il a des talents de communicant qui encore une fois ne lui valent pas que des amis dans ce milieu, mais il sait très bien faire passer ses idées et donner une visibilité à Cyclades, non seulement au niveau français, mais encore plus au niveau mondial. Louis Pouzin arrive donc à l'IRIA, l'Institut de recherche en informatique et en automatique, installé à Rocancourt. C'est un espace où se croisent mathématiciens, informaticiens, ingénieurs, chercheurs, jeunes diplômés et personnalités atypiques. Michel Gien fait partie de l'équipe Cyclades. Il en garde une mémoire à la fois technique et très incarnée, celle d'un petit groupe de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent sur les systèmes, les protocoles, les machines et qui voient très vite que l'enjeu dépasse le simple réseau expérimental. Lui-même le raconte avec humour, il arrive avec un profil qui ne correspond pas exactement à l'image classique du haut fonctionnaire ou de l'ingénieur télécom. Quand j'ai terminé mon service militaire, j'ai eu le choix entre aller à l'IRIA ou à la C2I. Et comme j'étais plutôt genre hippie, baba cool, anarchiste, je préférais aller à l'IRIA que dans une société privée. Et à l'IRIA, donc, j'y allais pour travailler sur Cyclades. Et comme Louis Pouzin, il n'avait pas de poste directement sur Cyclades, il m'a fait et qu'il y avait un poste de libre au centre de calcul, il m'a fait embaucher au centre de calcul pour travailler sur Cyclades. Ça marchait un peu comme ça, hein. Pouzin, il cherchait à ramasser disons, à embaucher des gens, mais comme il n'avait pas un budget limité, il utilisait les centres universitaires, les centres de calcul, l'infrastructure IRIA pour faire embaucher des gens qui allaient ensuite travailler chez lui. Cette équipe, Pouzin la constitue avec les moyens du bord, mais aussi avec une vraie intuition humaine. Il récupère des postes, attire des profils, contourne parfois les rigidités administratives. Il rassemble autour de lui une génération d'informaticiens
qui ne va pas seulement commenter les réseaux, elle va les fabriquer. Jean-Louis Granger est lui aussi l'un des témoins directs de cette aventure. Informaticien, membre de l'équipe Cyclade, il travaille notamment sur cette culture très concrète du réseau. Écrire, tester, corriger, faire fonctionner. Avec lui, Cyclade cesse d'être un schéma abstrait, on entre dans l'atelier. Quand on s'est installé à l'INRIA, disons qu'on était un petit peu, je ne dirais pas méprisé, mais regardé d'un peu de haut, hein, parce qu'on n'était pas des matheux, nous. On était des informaticiens et on mettait les mains dans le cambouis, on faisait marcher des ordinateurs, tout ça. Enfin bon, ils nous regardaient avec un peu d'intérêt, mais on n'était pas vraiment au niveau, quoi, hein. Sauf quelques-uns, un ou deux, qui se sont dit: «Ah, mais attends, là, il y a un job intéressant à faire, c'est de faire de la simulation et de la modélisation de réseau». Voilà donc le point de départ. D'un côté, une politique d'État qui veut reconquérir une souveraineté informatique, de l'autre, une culture d'informaticien qui va pousser cette ambition vers une question très concrète. Comment faire communiquer des machines différentes sans remettre toute l'intelligence au centre du réseau? C'est là que Cyclade prend sa couleur propre. Et cette différence, qui va bientôt la faire entrer en collision avec l'autre grande culture technique française de l'époque, celle des télécommunications. Pour comprendre cette collision, il faut d'abord se représenter Cyclade concrètement. Au cœur du projet, il y a Cigale, le sous-réseau de commutation de paquets. Les ordinateurs sont aux extrémités, le réseau transporte. Les machines pensent, vérifient, reconstruisent. Jean-Louis Granger rend cette architecture très simple. Il parle de poste, d'adresse, de circulation. C'est qu'on a vraiment absolument clairement isolé le réseau de commutation du réseau des hosts. C'est-à-dire que, un peu comme le système de postal, si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez des usagers de la poste qui sont totalement indépendants du système postal interne. On ne sait même pas comment ça marche, on s'en fout. Donc c'était ça notre idée. Cigale, c'était le système postal, avec les autres autour qui se connectaient à Cigale, mais sans aucune. Alors, la conséquence de ça, c'est que du coup, on pouvait être connecté à Cigale à grande distance par une ligne téléphonique. Un IMP, Interface Message Processor, c'est le petit ordinateur qui, dans le réseau américain ARPANET, gère les communications à la place de l'ordinateur principal. Une sorte de boîtier accolé à chaque machine qui s'occupe d'envoyer et de recevoir les paquets. Une petite excroissance greffée tout près du host. Alors que les IMP, ils devaient être près de l'ordinateur en question. Et donc, dans leurs locaux, maintenir. Voilà. Donc, là encore, on a eu cette approche-là qui, à mon avis, était très intéressante parce que ça permet d'isoler complètement les problèmes. C'est ici que le datagramme devient concret. Pour les informaticiens, l'idée est puissante, le réseau transporte, mais il ne doit pas tout penser à la place des machines. Pour les télécommunications, c'est beaucoup plus perturbant. Jean-Louis Granger résume cette différence avec une image très simple. D'un côté, le téléphone, et de l'autre, les cartes postales. Ce que j'aime bien dire, c'est que la différence, conceptuellement, de façon imagée, la différence entre les circuits virtuels et les datagrammes, parce que la guerre a eu lieu sur ce sujet, c'était que les circuits virtuels avaient été inventés par des gens des télécoms, autrement dit, des gens de la culture du téléphone, des téléphonistes. Par opposition à ça, les gens des datagrammes, c'était des informaticiens. Donc, leur culture à eux, c'était le partage dynamique des ressources. C'est absolument là. Le fondement de l'informatique, c'est ça. On partage dynamiquement les ressources. On a un ensemble de ressources, un ensemble d'utilisateurs, et l'idée, c'est de partager dynamiquement ces ressources entre les utilisateurs. Ça consiste à les allouer, les retirer, etc. Par conséquent, la notion de circuit virtuel et la notion de datagramme reflètent exactement ce truc-là.
à savoir que les datagrammes, les circuits virtuels, c'est un système téléphonique, alors que les datagrammes, c'est un système postal. L'image est celle-là, c'est-à-dire que dans le circuit virtuel, vous avez, comme au téléphone, une première phase qui consiste à établir la communication. Et une fois qu'elle est établie, on peut causer sur ce circuit. D'ailleurs, le fait que ça s'appelle circuit virtuel, ça évoque bien le rapport avec les circuits réels qui consistent à établir une liaison. Maintenant, c'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était une liaison en cuivre, hein, de commutateur en commutateur, d'un bout à l'autre. Bon. Alors que les datagrammes, c'est pas du tout la même idée, c'est l'idée des cartes postales. C'est-à-dire que quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, que vous avez des grands messages à lui envoyer, ben, vous vous mettez d'accord sur un protocole de bout en bout en disant ben, je vais t'envoyer les messages, on va les numéroter comme ci, comme ça, et moi je t'envoie les paquets un par un, et tu te démerdes pour les remettre dans l'ordre, etc. Mais la différence essentielle, c'est que les paquets ou les cartes postales, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle boîte aux lettres. Et ben, ils ne vont pas arriver forcément dans l'ordre. Voilà le cœur du conflit. Mais attention, il ne faut pas raconter cette histoire comme une opposition entre des informaticiens visionnaires et des télécommunicants arriérés. Ce serait trop simple et surtout, ça serait faux. Les télécoms françaises ne découvrent pas les réseaux de données avec retard. Au CNET, le Centre national d'études des télécommunications, on travaille aussi sur la commutation de paquets. Les ingénieurs des télécoms ne sont pas contre les paquets, ils ne sont pas contre la transmission de données, ils ne sont pas contre la modernité. Le désaccord est plus précis. Il porte sur la manière de construire le réseau, sur la place du contrôle, sur la garantie de service, sur la facturation. En gros, sur ce qu'un opérateur doit maîtriser pour pouvoir exploiter un réseau national. Pierre Mounier-Kuhn insiste sur ce point, les PTT ne sont pas hostiles à la commutation de paquets, le vrai point de rupture, c'est le datagramme. C'est que le CNET a, dès le début des années 1970, développé des expérimentations de réseaux numériques à commutation de paquets. Hein. PTT, Caducée et puis les suivants. Donc, les PTT étaient dans la commutation de paquets. Alors, ce qui les différencie de Cyclades, c'est un certain nombre d'innovations, c'est la définition de ce que sont les paquets, et c'est le datagramme. Le datagramme étant un système par lequel chaque paquet décide lui-même du chemin qu'il va prendre dans les câbles internationaux, sous-marins, dans les lignes, dans les ondes, en fonction du calcul qu'il fait du chemin optimal. Ce détail change tout. Si les télécoms préfèrent le circuit virtuel, ce n'est pas seulement par conservatisme. C'est parce que le circuit virtuel correspond mieux à leur métier. Un opérateur télécom doit garantir un service. Il doit pouvoir dire à un client votre communication passe, elle passe avec telle qualité et elle sera facturée de telle manière. Le datagramme, lui, casse cette évidence. Si les paquets sont indépendants, si chaque paquet peut prendre son propre chemin, si le réseau ne garantit plus tout de bout en bout, alors la logique d'exploitation change. Et la logique de facturation aussi, comme nous l'explique Pierre Mounier-Kuhn. Évidemment, le datagramme qui choisit lui-même le chemin qu'il prend est incompatible avec une facturation liée à telle ligne, y compris à tel chemin virtuel d'un paquet d'informations. Le conflit devient alors plus profond qu'un simple choix de protocole. Deux cultures se font face, celle d'un grand opérateur qui doit garantir, exploiter et facturer, et celle d'informaticiens qui veulent relier des machines et des réseaux de manière plus souple. Au départ, ces deux cultures ne sont pas forcément ennemies, Niria et le CNET coopèrent, les équipes se parlent, mais peu à peu, les conceptions divergent. Au début, vers 1971-72, les informaticiens du Centre national d'études des télécommunications coopèrent avec l'équipe Cyclades. Il y a un représentant du CNET à la délégation à l'informatique. Il y a des échanges constants et des échanges de personnel. Hein, l'équipe Cyclades comprend au moins un ou deux ingénieurs des télécoms
et de même qu'elle comprend des gens de la Sédusie et d'entreprise pour assurer l'interface avec les ordinateurs existants. C'est progressivement qu'ils s'aperçoivent que leurs chemins divergent et qu'ils aboutissent à des systèmes relativement incompatibles, à des définitions de réseaux qui ne sont pas les mêmes, qui ne peuvent pas être les mêmes, et qui ne peuvent pas s'accorder. Là où les archives montrent une coopération initiale, l'accord signé en 1972, Jean-Louis Granger, lui, se souvient d'une opposition d'emblée. Enfin, en fait, il n'y a jamais eu vraiment de coopération parce que dès le départ, c'était des conceptions tellement différentes, tellement opposées. C'est vrai que ça a été la guerre, mais elle s'est intensifiée, quoi. Progressivement, le désaccord technique devient aussi un désaccord humain. Métier, formation, hiérarchie, manière de parler et de décider. D'un côté, des télécommunicants habitués aux infrastructures critiques et à la continuité de service, et de l'autre, de jeunes informaticiens qui écrivent, testent, font tomber les machines, les redémarrent, corrigent et recommencent. Le choc des architectures devient un choc des tempéraments. C'est que nous, on était une bande d'informaticiens à peine sortis de l'université. Et on était des gros déconneurs, mais on n'arrêtait pas de se marrer, etc. Donc ça, c'était déjà, je me sentais pas du tout à l'aise avec eux parce que je m'ennuyais, quoi. Et puis surtout, comme je l'ai dit, ils avaient une approche intellectuelle, conceptuelle du truc qui m'était totalement étrangère, hein. Je pouvais pas adhérer à ça. Je considérais que c'était complètement archaïque, c'était une approche totalement figée, quoi. Cette tension dit quelque chose de profond sur l'histoire des réseaux. La question n'est pas seulement quelle technologie marche le mieux, la question est quelle technologie correspond le mieux au monde qui va l'adopter. Le circuit virtuel correspond à un monde d'opérateurs, le datagramme correspond à un monde d'interconnexion. Et derrière cette question technique, il y a une question de pouvoir. Qui maîtrise la communication de bout en bout? Pour les mecs des télécoms, notre approche datagramme, ça leur déplaisait souverainement. Pour la simple raison qu'avec le circuit virtuel, eux, ce qu'ils visaient, c'est la maîtrise de bout en bout de la communication. Donc, avec la possibilité de facturer, tout ça, enfin, pour eux, c'était le téléphone, quoi. Alors que nous, non, c'est pas la communication de bout en bout, on la met chez les autres. Donc, évidemment, il n'y a plus d'endroit central. Les télécoms, ils se sont plantés aussi parce que ça a disparu ça, mais ils disaient, nous, on maîtrise le réseau. Le réseau de téléphone, on maîtrise le réseau de téléphone, on maîtrise les deux bouts, vous établissez une communication, on vous transfère les données, voilà, et voilà. C'est pas du tout l'approche qu'on avait, nous. La notion de réseau de commutation centrale, SIGAL, c'est juste une conception technique, c'est pas une conception politique. Or, le fait de plus maîtriser cette communication de bout en bout pour les télécoms, en particulier le fait de pouvoir raccorder un host à différents nœuds de commutation, c'était inimaginable. Cette idée de maîtrise est centrale. Dans la logique des télécommunications, l'opérateur garde le contrôle du service. Dans la logique Cyclade, le réseau devient plus modeste. Il transporte des paquets et accepte qu'une partie de l'intelligence soit ailleurs. Or, dans le rapport de force français des années 70, Cyclade n'a pas le poids institutionnel des télécoms. Le CNET, les PTT, la Direction générale des télécommunications, la DGT, ce sont des structures puissantes. Face à cela, Cyclade reste un projet de recherche. Brillant, mais fragile. Jean-Louis Granger résume ce rapport de force avec une formule très simple: le pot de terre contre le pot de fer. On avait le pot de fer contre le pot de terre, hein, parce que nous, on était des petits gars avec la tutelle d'un petit ministère croupion de la recherche. Et en face, on avait le CNET, gigantesque machin, télécom, des millions et des millions de bénéfices tous les ans, etc., un État dans l'État, quoi. Donc, on a complètement perdu cette guerre à l'époque. Mais pendant que le conflit se durcit en France, les idées, elles, ne restent pas enfermées dans les frontières nationales. Cyclade s'inscrit dans un monde où plusieurs équipes cherchent en même temps à comprendre ce que sera un réseau d'ordinateurs. Aux États-Unis, l'ARPANET expérimente déjà depuis la fin des années 60. En Grande-Bretagne, le National Physical Laboratory joue un rôle pionnier dans la commutation de paquets. Et en France, Cyclade explore la logique du datagramme.
Autour de ces projets se constituent des espaces de discussion internationaux, l'INWG, l'International Network Working Group, mais aussi des instances de normalisation comme l'AFNOR et l'ISO. Ce sont dans ces réunions de normalisation à l'AFNOR et à l'ISO que Michel Gien travaille avec Hubert Zimmermann. Et ce qu'il en raconte est très concret. La normalisation n'est pas une abstraction pure, c'est une fabrique humaine, presque artisanale. Et donc là, on était tous les deux, en fait, dans toutes les réunions. Et lui, il présidait un peu les réunions. Et moi, je faisais un peu son gratte-papier. Je collais parce qu'on faisait du cut and paste sur les papiers. C'était pas informatique, hein, c'était pas l'édition de texte. Donc, en fait, on découpait avec des ciseaux. Et puis, on découpait les pages, on les recollait, on passait du Tipex et on faisait du cut and paste pour se mettre d'accord pour enlever les phrases pour faire plaisir à machin ou à machin. Et on faisait l'édition comme ça. Donc, on faisait c'était assez marrant parce qu'en fait, on était complètement dingue parce que toute la journée, on était en réunion donc avec les uns les autres pour essayer de se mettre d'accord. Chacun ayant des arguments techniques. Et c'était toujours des discussions techniques, mais avec des arrière-pensées un petit peu politico-économiques sur qui allait contrôler quoi. Donc c'est toujours la technique est toujours un petit peu quand même dirigée par... c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimum, mais c'est ce qui convient un peu, finit par convenir à tout le monde. Et donc toute la journée, on discutait à partir d'un document, en rayant des phrases, en faisant des commentaires, etc. Le soir, en général, on allait dîner, tout ça, puis on sortait un peu, on faisait un petit peu les fous. Et puis après, avant d'aller se coucher, on découpait et on recopiait, on faisait le copier-coller pour que le lendemain matin, à l'ouverture de la réunion, les gens ils aient sous les yeux un document lisible qui reprenait les trucs qu'on avait discutés la veille. Et on travaillait comme ça de manière itérative. Un autre regard permet de prendre la mesure de ces réunions internationales, celui de John Day. John Day n'est pas un membre de l'équipe Cyclades, c'est un témoin américain du monde des protocoles et des standards, impliqué dans l'ARPANET, puis dans l'INWG. Son point de vue est tranché, parfois polémique, mais il déplace la question de la paternité vers celle de l'architecture. Dans un échange pour cette émission, il insiste sur le rôle de l'INWG. Pour lui, je cite, ouvrez les guillemets, l'INWG a joué un rôle clé en concentrant les discussions sur un protocole de transport pour l'interconnexion des réseaux. Fermez les guillemets. Mais selon lui, la DARPA n'a pas réellement voulu du compromis possible et a poursuivi sa propre voie. Autrement dit, l'histoire ne se joue pas seulement sur la qualité des idées. Elle se joue aussi sur la capacité d'une institution à imposer sa trajectoire, à financer le développement, à diffuser les machines, à créer un écosystème. Cyclades n'est donc ni une invention française copiée telle quelle, ni un projet isolé sans influence. Les idées circulent entre ARPANET, Cyclades, le NPL britannique, l'INWG. Elles sont reprises, transformées, parfois mal comprises, parfois réinventées. En France, pourtant, cette logique ne va pas devenir la voie principale. Pendant que Cyclades explore une architecture ouverte, les télécommunications françaises avancent vers une autre solution. Une solution plus compatible avec leur culture, avec leurs besoins, avec leur modèle économique. J'ai figuré par Jean-Pierre Alcadas. 93.9 FM. Encyclomédia sur Radio Campus Paris. Cyclades a donc ouvert une piste. Une piste audacieuse, pensée par des informaticiens pour relier des machines et bientôt des réseaux différents. Mais une piste ne devient pas automatiquement une infrastructure nationale. Pour cela, il faut des moyens, des soutiens politiques, une administration qui porte le projet. Des industriels qui suivent également, un modèle économique, des usages et surtout une institution qui accepte de continuer à financer une recherche dont les bénéfices ne sont pas immédiatement visibles. Et c'est là que Cyclades devient fragile. Au milieu des années 70, le contexte change. En 1974, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing ouvre une nouvelle séquence politique. Le plan calcul s'essouffle,
La délégation à l'informatique qui portait cette ambition nationale perd de son poids et les priorités industrielles se déplacent. Dans ce nouveau paysage, la Compagnie Générale d'Électricité pèse lourd. Son patron, Ambroise Roux, est l'une des grandes figures du capitalisme industriel français. La CGE a des intérêts puissants dans les télécommunications, les équipements et les réseaux. Elle défend une logique industrielle très différente de celle d'un laboratoire expérimental comme Cyclade. Ce n'est pas une scène de complot. C'est plus lent et plus structurel. Les rapports de force changent, les soutiens se déplacent, et Cyclade devient progressivement périphérique. Cyclade n'est pas arrêté d'un seul coup, dans une scène spectaculaire, il s'affaiblit progressivement, il perd ses appuis. Ses moyens se réduisent, et les équipes commencent à se disperser. Pierre Mounier-Kuhn résume cette mécanique très simplement, le soutien s'assèche. Une fois le plan calcul abandonné, Cyclades n'a plus le soutien d'une délégation à l'informatique. Le réseau expérimental continue à s'élaborer, à se développer, à se connecter avec de nouvelles universités, mais à partir de 1978, il y a des décisions qui amènent à l'assèchement de son financement, et donc Cyclades meurt, disons, étouffé, faute de ressources. Un projet de recherche peut survivre aux désaccords, il peut survivre aux critiques, il peut également survivre aux rivalités administratives, mais il survit beaucoup plus difficilement quand les moyens disparaissent, quand les postes se déplacent et quand ceux qui le portaient doivent partir ailleurs. Vu de l'intérieur, cette fin ressemble moins à un assassinat qu'à une dispersion. Michel Gien se souvient de cette période comme d'un moment venu d'en haut, une réorganisation des décisions institutionnelles et puis peu à peu, une équipe qui s'éparpille. Les changements politiques, ils se sont faits graduellement, en fait. C'est-à-dire que c'est arrivé de top-down, c'est-à-dire que le Cyclade et les objectifs de Aliria, les objectifs informatiques, c'était drivé directement par la DLI, donc par Montpetit, puis Maurice Allègre, avec Pouzin en dessous, mais c'est eux qui faisaient l'interface entre le monde politique, les budgets, et puis ensuite les projets derrière. Et donc, la réorganisation, disons, au niveau de l'État, c'est-à-dire la suppression de la DIELI, la création de l'Agence de l'informatique, le changement, tout ça, ça s'est fait, disons, à un niveau assez élevé. Et du coup, après, ben, nous, on en a juste subi les conséquences, en fait. Le projet, il n'a pas été arrêté en tant que tel, mais petit à petit, les gens ont été éclatés, ils n'avaient plus de poste, il fallait qu'ils changent. Enfin, ils étaient distribués ailleurs selon un schéma un petit peu technocratique, en disant ceux qui commandent, ils vont aller là où on a les sous, et puis ceux qui exécutent, ils vont aller là où. Bon, donc nous, ça nous allait pas du tout comme truc. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé au CNET avec Pouzin et Zimmermann, parce que c'était des polytechniciens X Télécom, et donc ils avaient leur copain qui était directeur du CNET, et puis bon, donc entre X Télécom, je pense qu'ils se sont débrouillés pour se trouver des postes. Et avec l'ambition pour le CNET de construire des compétences informatiques, parce que ils en avaient besoin pour commencer à numériser tous les réseaux télécoms. Cette dispersion est décisive, parce que dans un projet comme Cyclade, les idées ne sont pas seulement dans les rapports, les schémas et les protocoles. Elles sont aussi dans les personnes, dans les habitudes de travail, dans la mémoire des tests, des échecs et des corrections. Quand l'équipe se disperse, l'idée peut continuer à circuler. Mais le projet, lui, perd son corps. Et pendant que Cyclade s'affaiblit, une autre logique s'impose, celle de X25, puis de Transpac. Transpac, c'est le grand réseau français de transmission de données, exploitable, facturable, fiable, adapté aux entreprises, aux banques, aux administrations, puis à la télématique. Ce n'est pas une absurdité technique, c'est un réseau qui correspond à ce que les télécoms savent faire et à ce que l'État attend d'elle à ce moment-là. Il faut donc se méfier du récit trop simple. Cyclade aurait été tué par des adversaires qui voulaient empêcher Internet de naître en France. Jean-Louis Granger, lui-même pourtant très attaché à l'aventure Cyclade, refuse cette idée du complot. Pour lui, la logique est plus froide, plus administrative et plus économique. Les décideurs regardent le paysage et se disent « Nous avons déjà une solution. Elle s'appelle X25, elle va donner Transpac. Pourquoi continuer à financer Cyclade ?» Je ne pense pas qu'il y ait eu de complot
véritablement mise en place avec comme objectif de tuer Cyclades. Je ne pense pas. Je pense que c'est simplement le pouvoir, si vous voulez, c'est une question de pouvoir, de puissance. C'est-à-dire que les gens, ils n'avaient simplement pas intérêt. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment donné, il a fallu voter des budgets, enfin décider de budget de Cyclades. Bon, les mecs, ils ont dû se réunir, tout ça, dire, bon, est-ce bien nécessaire? Bon, non. Non, on a X25, on a Transpac, on a... non, bon, non, c'est pas nécessaire. Enfin, je me trompe peut-être, hein, parce que j'étais pas de l'autre côté du côté des décisions, des décideurs politiques, mais je crois que ça s'est fait assez naturellement et je ne pense pas qu'il y ait eu de complot ou d'organisation délibérée de, de détruire Cyclades. Cette nuance est fondamentale. Elle ne rend pas la fin de Cyclades moins regrettable, mais elle la rend plus compréhensible. La France ne choisit pas simplement le mauvais réseau, elle choisit celui qui correspond à sa culture administrative, à son modèle industriel, à son besoin de maîtrise et à son modèle économique. Transpac va fonctionner, Transpac va porter des usages réels, puisqu'elle va devenir l'infrastructure d'un autre succès français, le Minitel. Le problème, ce n'est donc pas que Transpac et le Minitel ne fonctionnent pas, le problème c'est qu'ils fonctionnent dans une autre logique, celle d'un réseau maîtrisé, facturable et national. Exactement ce que Cyclades remettait en question. Pierre Monnier-Kuhn le formule avec équilibre. Transpac et Télétel s'imposent, mais on peut regretter que Cyclades n'ait pas été conservé comme outil de veille, comme laboratoire, comme un espace d'exploration. Évidemment, le réseau qui va s'imposer, c'est donc Transpac, Télétel et toutes les applications numériques qui vont se développer avec beaucoup de succès dans les années 1980. Rétrospectivement, on peut regretter que Cyclades n'ait pas été conservé comme une forme de veille technologique jusqu'au développement 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, du réseau de recherche Conater. Et il faut bien mesurer ce que cela signifie. Transpac, puis le Minitel, reposent tous deux sur le circuit virtuel. En s'imposant dans les entreprises et dans les foyers, ils inscrivent durablement la France dans la logique de X25. C'est la victoire complète des circuits virtuels et du même coup, l'écartement du datagramme pour les années qui viennent. Cyclades s'éteint comme projet français, mais ces idées, elles, vont continuer à circuler dans les standards, dans les systèmes, dans les universités, dans les réseaux de chercheurs, mais aussi dans les mémoires de ceux qui l'ont construit. Et c'est là que l'histoire bascule. Parce que le vrai climax de Cyclades n'est pas sa mort, c'est ce qui survit après elle. Cyclades s'arrête donc comme projet français. La logique du datagramme ne s'impose pas dans les télécommunications françaises. L'équipe se disperse, Transpac s'installe, puis le Minitel va occuper l'espace. Mais ce serait une erreur de raconter Cyclades comme une simple disparition, parce qu'une architecture ne meurt pas toujours avec l'institution qui l'a financée. Une idée peut perdre politiquement et continuer à vivre ailleurs. Elle peut circuler dans des articles, dans des réunions internationales, dans des systèmes d'exploitation, dans des discussions entre chercheurs et dans la mémoire de ceux qui l'ont portée. Après l'arrêt du projet, les idées ne restent donc pas immobiles. Elles circulent vers les États-Unis, vers l'Europe, vers les communautés Unix, vers les groupes de normalisation. Mais en circulant, elles changent. Elles entrent dans d'autres cultures techniques. Pourquoi la voie américaine s'impose-t-elle ? Pas seulement parce qu'elle aurait toujours eu les meilleures idées. John Day insiste sur l'asymétrie des moyens. La DARPA dispose de financements considérables, d'un écosystème de recherche puissant et qui arrive au bon moment, quand le matériel devient suffisamment bon marché pour absorber des choix imparfaits. Dans l'histoire des techniques, une architecture ne gagne pas toujours parce qu'elle est la plus élégante. Elle gagne aussi parce qu'elle trouve l'institution, l'argent, les machines, les développeurs et les usages capables de la porter. Michel Géin raconte une scène qui résume très bien ce destin des idées. Nous sommes au début des années 80, à Berkeley, en Californie. Bill Joy travaille sur Unix. Berkeley Unix va jouer un rôle immense dans la diffusion de TCP/IP. Internet ne se diffuse pas seulement par des rapports ou des normes, il se diffuse aussi par du code que l'on installe, que l'on utilise, que l'on modifie. Mais pour Géin, cette diffusion a un prix. Les idées circulent, oui, mais elles ne circulent pas toujours avec toute l'architecture qui les rendait
cohérente. C'est Berkeley qui a fait donc une version d'Unix, de Berkeley Unix, mais en fait c'est une variante, et c'est Bill Joy qui a construit, qui a implémenté la gestion d'Internet dans Unix, dans l'Unix Berkeley. En fait, tout au début du Chorus, j'avais été voir à Berkeley le responsable de thèse de Bill Joy qui était en thèse de son PhD. Et moi, j'avais une bonne idée puisque j'avais implémenté avec l'équipe Cyclade, on avait implémenté les protocoles Cyclade dans un système d'exploitation, et on avait une idée assez claire de comment il fallait le faire pour que ça matche bien avec les notions de système d'exploitation. Et je voulais discuter de ça avec le gars à Berkeley. Et à un moment, il me dit ah ben tiens, attends, j'ai un étudiant là en PhD qui est en train de faire ça pour Internet, je vais le faire venir. Et donc il a appelé Bill Joy, et Bill Joy nous a expliqué au tableau comment il était en train de faire. Et moi je me rappelle avec l'autre, je regarde, je me dis mais non, faut pas, enfin c'est n'importe quoi. Au lieu d'avoir une approche un peu architecturale, pour voir comment, lui, il connaît les bits et les trucs, et c'est comme ça que sont sortis les sockets et les trucs, alors que c'était loin d'être idéal parce que ça verrouillait les concepts d'Internet dans l'OS, au lieu de les faire de manière beaucoup plus paramétrée pour que ça puisse pour qu'on puisse changer les adresses, qu'on puisse être connecté à plusieurs en même temps, etc. Au lieu d'avoir un niveau d'abstraction des adresses, il les a collées dans l'OS. Ce souvenir est important, mais il faut l'entendre pour ce qu'il est. Le regard d'un ingénieur formé à une certaine idée de l'architecture. Gien ne dit pas seulement les Américains ont repris une idée française, il dit qu'une idée peut être reprise par une autre culture technique, rendue opérationnelle, diffusée dans les machines, mais perdre au passage une partie de sa logique d'origine. D'un côté l'architecture, de l'autre l'implantation rapide. Gien résume cette différence de culture avec une formule simple. Les Américains partent tête baissée, ils font le truc, ils veulent que ça marche. Bon, mais comme c'est lui qui a codé, c'est lui qui l'a fait, et puis après c'est ça qui est resté, et puis voilà. Bon. Mais justement, c'était assez caractéristique de l'approche américaine. Hein. On part tête baissée, on fait le truc, on veut que ça marche, et puis une fois que ça marche, on verra bien. Sachant que le problème, c'est qu'après, on voit pas parce que ça dure, et puis ça y est toujours, et 40 ans après, c'est toujours les mêmes merdes qu'on est obligé de supporter. Mais alors que nous, on avait toujours une approche un petit peu, l'approche, disons, des ingénieurs français, quoi, de réfléchir et puis d'essayer de penser avant de coder, quoi. Il ne faut pas y entendre une caricature, après tout, faire marcher les choses, c'est aussi ce qui change le monde. Une architecture parfaite qui reste dans les rapports ne transforme pas les usages. Un protocole imparfait mais diffusé, installé, repris, enseigné peut devenir une infrastructure mondiale. C'est toute l'ambiguïté de cette période. Cyclade porte une vision architecturale forte. BTC-PIP va gagner par d'autres forces. Les financements américains, l'écosystème universitaire, Unix, Berkeley, les usages de recherche, puis les faits d'entraînement. John Day va plus loin. Dans son échange avec Encyclomédia, il écrit que Cyclade a selon lui inventé la technologie future de l'interconnexion des réseaux. Une solution pour faire communiquer des réseaux différents sans casser l'existant. Cela ne veut pas dire que Cyclade aurait produit l'Internet tel qu'il s'est imposé ensuite. Cela veut dire que Cyclade avait posé une solution architecturale au problème fondamental. Comment relier des réseaux hétérogènes? La question de l'architecture ne disparaît donc pas. Elle revient dans les débats sur les couches, sur les standards, sur la manière d'organiser la communication entre systèmes. Quand on a travaillé sur la standardisation avec Zimmermann, en fait, l'idée pour essayer de mettre tout le monde d'accord, c'était c'est là où c'était surtout Zimmermann, mais on a développé ce modèle en couches pour essayer d'isoler les différents éléments, pour pouvoir ensuite les matcher ensemble, pour qu'il y ait certains éléments qui puissent évoluer tout seuls sans dépendre de ceux qui sont en dessous, pour pouvoir, disons, architecturer une architecture de protocoles qui puissent intervenir aux différents niveaux, avec les différents matériels, etc., de manière rationnelle. Et ça, c'est resté quand même. Hein, ce modèle, il sert au moins à l'enseignement, il sert aux gens pour comprendre, il sert à en parler, mais assez souvent, nos collègues aux US disent ouais, mais bon,
finalement, ça sert à rien, il vaut mieux tout mettre ensemble, faire marcher, ça sera plus efficace, et puis on verra bien après, quoi. Cyclade n'est donc pas seulement important parce qu'il aurait eu la bonne idée du datagramme. Il participe à un moment où les chercheurs essaient de penser ce qu'est un réseau de réseaux. Et ce moment n'est pas seulement franco-américain. Le National Physical Laboratory, en Grande-Bretagne, est là. Les projets européens sont là. Les discussions autour de l'EIN, l'European Informatics Network, sont là. Michel Gien le rappelle, Cyclade s'inscrit aussi dans cette circulation européenne. Moi, je me suis occupé dans Cyclade, en fait, assez rapidement du projet EIN sous l'angle technique. EIN, c'est COST 11, c'était une action européenne qui avait été lancée. Alors, je ne connais pas bien les origines parce que c'était un truc un peu politique pour faire travailler ensemble des machins. Mais moi, en fait, un jour, Pouzin, il me dit tiens, tu parles anglais, toi? Je dis bah ouais, je suis allé j'avais été passé 3 mois aux États-Unis dans mes études. Et il me dit bah écoute, tu vas aller nous représenter Cyclade sous l'angle au comité technique du projet EIN, European Informatics Network. Et puis le français qui drivait ça, c'était Jean-Pierre Hérault, qui drivait ça du côté politique. Et donc je me suis dit, j'ai débarqué un jour au deuxième jour d'un meeting où il y avait Derek Barber, qui était le chef du projet, qui était un Anglais qui parlait avec un accent cockney. Je comprenais rien de ce qu'il disait en anglais. Voilà. Et donc, et en fait, l'objectif là, c'était pareil, c'était de remettre EIN sur les rails en lui faisant adopter les protocoles Cyclade, en gros. Et donc, moi, mon boulot, c'était d'essayer de les convaincre que petit à petit, que les protocoles qu'on devait utiliser dans EIN pour faire marcher les différents centres, eh ben, ça devait s'appuyer sur les acquis, l'expérience de Cyclade. Et donc, petit à petit, parce qu'il y avait les télécoms aussi qui essayaient de pousser pour faire autrement. Et donc, en fait, là, il y avait le National Physical Lab, donc les ancêtres de la commutation de paquets, avec Derek Barber, qui était le responsable du projet, mais surtout Roger Scantlebury, avec qui travaillait beaucoup avec Zimmerman, et on travaillait avec lui sur les trucs Internet. Donc là, on était super en phase avec eux. Il y avait les gens de l'ETH, Peter Schicker et Anne Dunke, qui étaient du centre de calcul de l'ETH à Zurich. Donc eux, c'était pareil, c'était des techos, donc ils n'avaient pas d'agenda politique. Il y avait les gens du Politecnico di Milano, le professeur Le Molli. Lui, il avait un petit peu des liens avec enfin, lui faisait. Et puis il y avait le centre de l'Euratom à Ispra, en Italie, donc qui était en fait, donc c'était le centre de calcul de l'Euratom. L'idée étant de pouvoir connecter ensemble l'Euratom, Zurich, le NPL et puis l'IRIA. À l'IRIA, on était responsable de l'interface avec le réseau Cyclade. Et donc, on avait un groupe technique là-dedans qui définissait les protocoles et puis l'architecture. Et puis ensuite, on a sous-traité la réalisation du réseau de paquets, donc l'équivalent de Sigal pour Cyclade, à un consortium de Logica et CESA Logica. Et CESA, c'était l'expérience qu'ils avaient de Cyclade et de Sigal qui leur a permis d'avoir le contrat, quoi. Il faut donc sortir du roman national. Cyclade n'est ni une invention française isolée que le monde aurait copiée, ni une parenthèse locale sans influence. C'est un morceau d'une histoire internationale où plusieurs équipes travaillent sur les mêmes problèmes avec des contraintes, des cultures et des institutions différentes. Les standards se discutent dans des réunions où chacun arrive avec ses solutions et ses intérêts. Et Jean-Louis Granger le dit très bien. La circulation n'est pas à sens unique. Les Français ont aussi pris des idées aux Américains, notamment sur le routage adaptatif, avant de les transformer à leur tour. Bon, nous, on a quand même pris des trucs chez eux, notamment les bases du routage adaptatif dont je parlais tout à l'heure, là. Ça a été inspiré directement de ce qu'ils faisaient. On l'a amélioré, bien sûr, parce qu'il y avait quelques limitations qui étaient un peu gênantes, mais on a introduit notamment la hiérarchisation du routage. Cette idée de réciprocité est essentielle. Elle permet d'éviter le récit le plus confortable, mais aussi le récit le plus faux. Celui d'une invention française pure, ensuite volée ou effacée par les Américains.
Les choses ne se passent pas ainsi. L'histoire d'Internet est une histoire de circulation, emprunts, recombinaisons, conflits de normes, financement, choix techniques, hasard institutionnel. Cyclades y occupe une place importante, mais pas comme une origine unique, plutôt comme un moment de clarté, celui où une équipe française formule avec force l'idée qu'un réseau capable d'interconnecter des systèmes différents doit rester relativement simple et laisser une part d'intelligence aux extrémités. Cette idée ne gagne pas en France, mais elle continue de vivre ailleurs, autrement, dans d'autres systèmes et dans d'autres mémoires. Et c'est là que commence une dernière bataille, non plus la bataille technique des années 70, mais la bataille de la mémoire. Des décennies plus tard, Cyclades devient un objet de mémoire. Et comme souvent avec les objets de mémoire, chacun y revient avec ses blessures, ses regrets, ses fidélités et ses combats. Les anciens de Cyclades rappellent qu'ils ont été précurseurs, les gens des télécommunications rappellent que Transpac et le Minitel ont fonctionné, et les deux choses sont vraies. Le problème, c'est que la mémoire aime les verdicts simples. Les visionnaires contre les bureaucrates, Internet contre le Minitel, la France qui invente puis qui gâche. Mais l'histoire est plus intéressante que ça. Pierre Mounier-Kuhn replace cette querelle dans le temps long. Une rivalité technique des années 70 est devenue bien plus tard un conflit mémoriel. Ce qui était au milieu des années 70 un différend technique et une rivalité de projets technologiques est devenu, dans les années 2000, un conflit mémoriel, parfois très amer, entre les anciens de l'équipe Cyclades qui, à juste titre, peuvent dire qu'ils avaient été des précurseurs, et les gens des télécoms qui, à juste titre, trouvent parfaitement injuste qu'on accuse le Minitel et Transpac d'avoir été des freins à l'innovation, alors que c'était deux grandes innovations, et qui soulignent aussi à juste titre que Cyclades n'était pas un réseau opérationnel, mais une expérimentation. C'est peut-être John Day qui donne la formule la plus nette pour sortir de la querelle de paternité. Avec Lupousin, raconte-t-il, la question s'était posée. Fallait-il revendiquer le titre de père de l'Internet ? Sa réponse est beaucoup plus précise. Père de l'interconnexion des réseaux, oui. Père de l'Internet, certainement pas. Et cette distinction change tout. L'Internet qui s'impose historiquement, c'est un ensemble de choix techniques, d'institutions, de financement, de standards, d'implémentation, de machines, de décisions américaines, puis d'usages mondiaux. Cyclades n'est pas tout cela. Mais Cyclades a compté dans quelque chose de plus fondamental. La possibilité même de penser l'interconnexion des réseaux autrement. Cyclades n'a donc pas inventé Internet tout seul, Transpac et le Minitel n'étaient pas des erreurs absurdes, et la querelle ne se résume pas à des visionnaires battus par l'administration. Ce que raconte Cyclades, au fond, c'est une question qui n'a jamais disparu. Quand on construit un réseau, construit-on seulement une technologie ou une manière d'organiser le pouvoir ? Dans les années 70, la France cherche sa souveraineté informatique. Elle finance un projet qui imagine une architecture ouverte, souple, décentrée. Puis elle choisit une autre voie, plus nationale, plus maîtrisée, plus compatible avec l'univers des télécommunications. Presque 50 ans plus tard, nous continuons à poser les mêmes questions, avec d'autres mots. Le cloud, l'intelligence artificielle, les plateformes, les standards, la souveraineté numérique, ou encore la dépendance technologique. À chaque fois, la question revient, qui contrôle l'infrastructure ? Qui définit les règles ? Qui peut accéder à la technologie ? Et qui peut en être privé ? Peut-être qu'il ne faut pas chercher qui a inventé Internet comme on cherchait un acte de naissance. Il faut plutôt regarder comment les idées passent d'un laboratoire à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un système à l'autre. Comment elles sont reprises, transformées, parfois oubliées, puis redécouvertes. Michel Gien le dit avec une simplicité désarmante. Quand une idée est bonne, tout le monde finit par la reprendre. Cyclades n'a pas gagné en France, mais Cyclades n'a pas entièrement disparu. Il reste dans cette idée que le réseau peut accepter l'incertitude, dans cette intuition que l'intelligence peut être aux extrémités, dans les débats sur les architectures, les standards et les souverainetés techniques. Il reste aussi dans la mémoire de ceux qui ont essayé de construire un autre réseau possible. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un rendez-vous manqué,
C'est l'histoire d'une idée battue dans son pays, mais jamais complètement disparue. C'était l'épisode 9 d'Encyclomédia, le dernier épisode de cette première saison. Tout d'abord, je tiens à remercier Michel Gien, Pierre Munécune, Jean-Luc Granger et John Day pour leurs témoignages, leurs documents et leurs éclairages précieux. Un grand merci également à Valérie Schaffer. Clairement, sans elle, sans son travail, cette émission n'aurait pas pu se réaliser, donc un grand merci à elle. Une saison s'achève donc. Au fil de 9 épisodes et de 2 bonus, on aura parlé de l'économie du sport à travers les droits télévisés de la Ligue 1, des émissions pour enfants, du jeu vidéo à la télévision, de souveraineté technologique avec l'histoire du Minitel, d'expérimentation numérique et de réseau avec Cyclades, toujours avec les témoignages de celles et ceux qui ont fait et raconté ces histoires. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants qui ont contribué tout au long de cette première saison à la préparation et à la réalisation de cette émission. Un grand merci également aux équipes de Radio Campus Paris pour leur soutien et leurs conseils. On ne le dit jamais assez, mais on a la chance en France d'avoir un tissu associatif important. Les radios associatives en font partie et portent une voix essentielle dans notre société. Et enfin, merci à vous, auditeurs d'Encyclomédia, à la radio comme en podcast. Merci pour vos retours, votre fidélité et votre soutien. On ne se quitte pas cet été. De nouveaux articles inédits arrivent sur encyclomedia.fr. Rendez-vous également sur nos réseaux sociaux, Blue Sky, X, Instagram et TikTok. Et rendez-vous à la rentrée avec de nouvelles histoires aussi passionnantes qu'enrichissantes. Il me reste donc à vous dire que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiocampusparis.org et sur les plateformes d'écoute. Et à vous souhaiter une bonne soirée sur Radio Campus Paris et un très bel été. À bientôt.